je vais te tuer, tu te tais sinon je te tue, je vais te faire la peau, enfin voilà. J'ai tenté de sauter par la fenêtre, donc, mais j'ai pas réussi. J'ai rencontré une thérapeute un peu par hasard chez des amis et je connaissais rien à la psychologie, mais je me suis dit je vais peut-être essayer voir si je peux régler les problèmes que j'ai. Donc elle utilisait une technique qui m'a permis en tout cas de retrouver la mémoire de façon très simple avec une légère hypnose. Donc dès la première séance, j'ai revécu dans la peau de la petite fille que j'étais, ce qui se passait au sein de ma famille. Je lui racontais à 3 ans, à 4 ans, ce qui se passait. Papa fait ça, maman fait ça, il se passe ça, je vais à l'école. Enfin bon, j'étais vraiment dans la peau de la petite fille. La thérapeute notait en fait tout ce que je racontais. Quelques années après, elle m'a restitué ces notes qui racontaient en fait mon histoire. Donc je les ai récupérées et puis il y a quelques années, je les ai retrouvées, je les ai relues. Et là, je me suis dit, mais il faut absolument que j'en fasse quelque chose parce que c'est un témoignage incroyable d'une petite fille qui vit les violences en live en fait. C'est pas moi qui raconte ce que j'ai vécu, c'est elle qui parle. À chaque fois que j'ai essayé de dénoncer ou de me rebeller, parce que j'étais une enfant assez rebelle, quand j'ai compris que ce qu'on me faisait n'était pas normal, je me suis rebellée, j'ai dit non, autant que possible. Et la menace, donc c'était je vais te tuer, donc voilà, tu te tais, sinon je te tue, je vais te faire la peau, enfin voilà. Donc dans ma tête d'enfant, je me disais, pour leur faire plaisir, en réalité, ce serait mieux que je sois morte, puisque de toute façon, le but, c'est ça, c'est de me tuer. Donc, je vais me tuer comme ça. Ils verront que je suis gentille, parce que je fais comme ils veulent, en fait. J'ai tenté de sauter par la fenêtre, donc, mais j'ai pas réussi. Et j'étais accrochée au barreau, donc j'ai quand même réussi à passer la barrière, à m'accrocher au barreau. Et voilà, j'ai essayé de lâcher mes mains, d'ouvrir mes mains. Mes mains ne m'obéissaient plus, mes mains ne sont pas ouvertes. Donc, et là, ma mère est venue me sauver. Quand j'étais petite, j'ai rompu ce silence à plusieurs reprises, au moins une fois à l'école. Je suis allée à l'hôpital. Il y a eu des violences qui m'ont amenée à l'hôpital. Donc, je pense que les médecins savaient à peu près ce qui devait se passer chez moi. On avait des voisins, enfin bon, il y a un tas d'adultes qui étaient là, qui étaient présents. Et moi, j'ai dénoncé à l'école en particulier. Donc ça figure dans le livre et évidemment, on ne m'a pas cru. Enfin, évidemment, on ne m'a pas cru. Je pense que les personnes qui pouvaient être au courant aussi n'ont pas réagi. On était dans les années 68. Je pense que le tabou était énorme. Il est encore aujourd'hui, mais peut-être un peu moins. Donc oui, il y a eu tout ça que moi j'ai très mal vécu en fait, puisque j'étais pas dupe. Je pensais que les gens faisaient semblant de ne pas me croire, préféraient étouffer les choses. Et je pense qu'au-delà des violences que j'ai subies de mes parents, la non-réaction de l'entourage, c'est une blessure peut-être pas plus grande, mais quand même énorme. Parce que je me suis sentie trahie vraiment par la société. Dans ma tête de petite fille, en fait, j'en étais venue à me dire que mes parents en fait me rendaient responsable de ce qui m'arrivait, donc des viols, de l'inceste. Donc il y a eu toute une construction dans la tête de la petite fille qui se disait mais en fait d'abord j'aurais pas dû exister, j'aurais mieux fait d'être moche, j'aurais aimé changer de peau, j'aurais aimé être un animal plutôt qu'un humain, j'aurais aimé être féroce, ou bien être méchante, faire tout ce qu'il faut pour repousser l'autre et surtout qu'on ne vienne pas me fréquenter de trop près puisque j'étais responsable du pire. Donc l'idée c'était que comme j'étais sûrement très mauvaise, il fallait absolument pas qu'on m'approche. D'où dans toute ma vie en fait une tendance à m'exclure moi-même avant qu'on m'exclue. Surtout ne pas revivre ce que j'ai vécu, donc faire tout bien, faire tout ce qui est envisageable pour les autres, correspondre aux clichés, demander l'avis des autres, c'est-à-dire épouser leur vie mais pas ma vie à moi. Voilà, c'est un peu les conséquences qui s'étalent ça sur toute une vie d'adulte, parce que c'est très long après de déconstruire tout ce qui a été construit. Moi, j'ai vécu ces violences de à peu près 2 ans à 6 ans. Donc c'est toute la construction
de la psychologie, toute la construction de l'enfant. Après, pour déconstruire, il faudra des années. Pour se rendre compte, en fait, à quel point on est impacté encore aujourd'hui. Hein, c'est pas fini. Dans le couple, c'est que des difficultés, là aussi, parce que déjà, rencontrer la bonne personne, c'est pas simple. Même si j'ai rencontré des personnes bien, le couple n'était pas possible. Il y a eu des tentatives, il y a eu... j'ai été quand même... je suis devenue mère, donc il y a eu un essai de couple, mais bon, ça n'a pas duré. Hein. On s'est séparés alors que le petit avait 1 an. Alors pour moi, c'était impossible de toute façon d'élever un enfant avec un papa sous le toit. Et j'ai souhaité en fait couper les ponts avec mes parents, d'abord pour moi, parce que les relations étaient toxiques et qu'il fallait à un moment couper. Moi j'étais en thérapie, donc j'étais quand même bien entourée. Et puis je voulais pas non plus que mon fils s'attache à ses grands-parents, pour être ensuite déçu parce qu'il allait savoir un jour ou l'autre. Il avait déjà 7 ans. En fait, quand j'ai fait cette thérapie où j'ai retrouvé la mémoire à 25 ans, j'étais assez jeune. Un jour j'en ai parlé à ma mère, mais sur le ton un peu du reproche. Et elle a rien, elle m'a traitée de folle. Hein. Elle m'a dit que c'était pas possible. Ma mère était aussi, elle a préparé aux violences. Hein. Elle était complice, donc elle a été dans le déni. Voilà, ça s'est arrêté là. On n'en a jamais reparlé. Au cours de ma thérapie, j'ai travaillé un peu en psychogénéalogie. Donc je me suis intéressée à l'arbre de ma famille, à l'arbre généalogique. Oui, il y a des éléments qui m'ont fait comprendre, c'est un grand mot, mais enfin j'ai des pistes en fait qui peuvent expliquer le comportement de mes parents, leurs difficultés à eux. Donc ça a permis effectivement de donner du sens, si on peut donner un sens, de donner en tout cas une compréhension, une logique peut-être dans leur comportement, même si il n'y a pas vraiment de logique, parce qu'on n'est pas censé forcément reproduire ce qu'on a subi. Mais il y a des sources, en fait. Il y a une enfance, il y a un contexte familial qui a pu peut-être les perturber, eux. Et voilà. Je pense qu'en faisant ce travail personnel sur moi, petit à petit, en acceptant de vivre malgré tout, en m'aimant un peu de plus en plus, en reconstruisant ce qui est possible. Je pense que l'idée du pardon, c'est pas une idée en fait, c'est la vie en fait qui vous conduit, qui m'a conduit à être plus sur le sentiment du pardon. Je peux pas dire que j'ai pardonné ni que je veux pardonner. Dans la mesure où je m'aime de plus en plus, où j'aime la vie, où je vois aussi maintenant les choses bonnes qui existent, je pense que c'est ça le pardon. C'est plus vaste que de pardonner à une personne, c'est se pardonner. Se pardonner d'avoir vécu des horreurs, d'avoir pas su être aimé, d'avoir pas pu aimer. L'enfant, c'est de ça qu'il souffre en fait, hein, en premier. C'est de pas pouvoir être aimé et aimer comme il voudrait. Quand ça va mieux, c'est presque gagné. La thérapie, ça a été effectivement la voie pour passer un peu de la survie à la vie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé en groupe, donc dans des mises en situation, dans des scénettes qu'on rejoue et qui permettent de retrouver des émotions qui peuvent être bloquées, de dire ce qu'on n'a pas pu dire au moment qu'on est en train de rejouer. Donc dans la symbolique, avec un thérapeute bienveillant qui peut jouer le père, donc le bon père. Voilà, c'est immense, mais c'est très précieux parce que tout peut être réparé dans ces moments-là, en fait. C'est à chaque fois comme des renaissances. Donc ça a été incroyable. Plus la thérapie individuelle, plus toutes les méthodes créatives, parce que j'ai toujours été, heureusement, très portée sur la création, sur l'art. Donc ça a été un fil conducteur aussi toute ma vie. Même quand je ne pouvais rien faire à l'extérieur, chez moi, je pouvais quand même dessiner, je pouvais peindre. Donc j'imaginais que la vie était possible. Donc les artistes m'ont beaucoup aidée, ont été une source d'inspiration. Les livres aussi, la lecture, l'architecture, tout ça, ça a été des outils aussi de reconstruction. L'écriture, c'est une voie aussi de rétablissement qui est très importante. J'ai toujours écrit, presque tous les jours, donc oui, il y a toujours eu un fil en fait. Malgré la vie un peu de galère que j'avais, qui n'était pas celle que je voulais,
dans l'écriture ou dans la peinture, j'arrivais à être qui j'étais, en fait. J'arrivais à être moi-même. C'est les seuls endroits où j'y arrivais. Et l'idée le projet du livre, il est venu très tard, donc il est venu il y a 3 ans, parce que j'ai retrouvé les notes, mais aussi, voilà, publier, écrire, voilà, c'est aussi communiquer, c'est aussi exister enfin peut-être dans la société par le biais de ce témoignage. Moi j'ai toujours écrit, mais j'avais jamais fait de livre, et le livre c'est l'éditeur qui le fait, donc on a travaillé vraiment ensemble. J'ai eu beaucoup de chance en fait de rencontrer ces personnes. Quand j'ai eu le projet d'écrire le livre, honnêtement j'ai aucun contact, donc j'ai eu beaucoup de chance. Ce qui est important de savoir, je pense, c'est qu'il faut croire les enfants, que les enfants ne mentent pas. On ne peut pas inventer quand on est un enfant, on ne peut pas inventer des histoires, c'est pas possible, surtout sur ces sujets, c'est pas possible. Donc la parole de l'enfant, elle est capitale. Donc ça c'est essentiel. Et puis quand on est professionnel, on a un devoir de protéger, que ce soit les médecins, que ce soit la police. Il y a encore, je pense, du chemin à faire sur l'écoute, sur la prise en compte des témoignages, comme le mien, qui suis adulte. Moi j'ai porté plainte très tard, puisque j'ai porté plainte il y a 1 an et demi. Évidemment, tous les faits sont prescrits, et je le savais en portant plainte. Simplement, moi j'avais besoin de le faire personnellement, et puis aussi, symboliquement. Et c'est aussi une façon de revenir à la loi. C'est très important, même si, après, la justice est ce qu'elle est, il y a prescription, etc. N'empêche que il y a une remise à la loi, mettre des mots, que les faits soient identifiés, les faits soient décrits, et qu'on pose l'interdit, que l'interdit soit posé. Parce que je pourrais dire aux lecteurs, peut-être aux personnes qui peuvent s'identifier à mon histoire, qui ont vécu peut-être des difficultés similaires, c'est de jamais perdre confiance, en fait, de jamais perdre la certitude qu'un jour ça ira mieux, qu'il y a des solutions, qui vont trouver forcément le chemin pour aller mieux, que rien n'est irréversible, même si la vie n'a pas pris le tournant qu'on souhaitait, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça vaut le coup. Il faut quand même se battre, il faut quand même croire en soi, même si c'est pas possible de croire en soi, il faut quand même croire en soi, même si c'est au départ une posture, c'est peut-être un peu artificiel. Il faut trouver les bonnes personnes, se faire confiance, s'écouter, croire que c'est possible, que tous les rêves sont réalisables. Il faut surtout jamais désespérer. Voilà, ce ne seront peut-être pas les rêves qu'on avait au départ, mais il y en aura d'autres, et puis ils seront nourris de tout ce qu'on est, en fait, parce qu'en réalité, on garde tout, on ne peut pas être complètement détruit, c'est pas possible. Tant qu'on est vivant, on est quand même vivant.